Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons réagir à l'avion fantôme, le Cessna Citation 551 qui a traversé l'Europe avant de s'écraser dans la mer du Nord. C'est le Oscar Echo Foxtrot Golf Romeo avec 4 personnes à bord qui a été suivi en temps réel par 140 000 personnes sur Flight Radar 24, application qui permet de suivre en temps réel les avions grâce au transpondeur. Ce que je vous propose dans cet épisode, dans un premier temps, c'est de regarder les faits tels qu'ils sont connus maintenant, avant l'enquête. Alors attention, on ne va pas faire café du commerce, on va regarder les faits tels qu'ils sont connus. Ensuite, prendre un tout petit peu de recul, qu'est-ce qu'un Cessna 511? D'où vient ce terme de citation? Vous verrez, si vous avez bien les chevaux, ça va vous plaire. Ensuite, nous allons nous poser la question, vous êtes un État, vous avez un avion fantôme au-dessus de votre territoire, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce qui a été fait? Avant de regarder un petit peu plus en détail, qu'est-ce que l'hypoxie, qu'est-ce que la dépressurisation, comment les pilotes font face? Et je vous propose d'attaquer tout ça juste après le jingle. Début septembre, un avion immatriculé en Autriche a donc décollé de Gérèse en Espagne et devait se rendre à Cologne. Il devait donc traverser la France et après aller du côté de l'Allemagne. Le décollage a eu lieu à 12h56 GMT, GMT qui veut dire Greenwich Mean Time, donc l'heure de Greenwich, l'heure internationale utilisée dans l'aviation pour faire fi des décalages horaires, enfin des fuseaux horaires pour être précis. Cet avion a traversé l'espace aérien, est rentré dans l'espace aérien français au niveau de vol 360 avant de perdre le contact avec le contrôle aérien. Ensuite, il a été intercepté par l'aviation de chasse française, puis danoise, puis les Allemands. Et ensuite, progressivement, sa vitesse a décéléré. Son altitude, dans un premier temps, est descendue un petit peu également. Et ensuite, il s'est retrouvé à peu près 300 nœuds vers 13h30 GMT. Et il semblerait que sa vitesse s'est diminuée d'un coup et probablement décroché d'une aile. Il est parti en virage engagé ou en spirale descendante avec une dernière indication donnée par son transpondeur à 2100 pieds au-dessus de la mer, à 8000 pieds variomètre. Donc ça descendait très fort, cela a impacté l'eau, des débris ont été observés et repêchés apparemment. Un hélicoptère suédois, un Leonardo AW139, est venu sur zone, donc le système de SAR, de secours Search and Rescue, en recherche et sauvetage ont été déclenchés et malheureusement pas de survivants. Il y avait à bord un pilote et 3 personnes, un monsieur, une dame et apparemment une personne moins âgée. Voilà ce que l'on sait à l'heure actuelle. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder quel était cet avion. Les Cessna Citation, parfois appelés Slow Station, citation, Slow Station, vous avez compris la blague. Pourquoi? Parce que ces avions assez lents, surtout la première génération, les ailes sont assez droites, donc ça vole en croisière à Mach 0,9 à peu près, mais un petit peu moins vite que la concurrence quand même, d'où ce petit jeu de mots Slow Station. Bien, Citation, c'est de la grande série des bimoteurs d'affaires de Cessna, une gamme qui a vu le jour dans la fin des années 60, 69, et qui a été nommée après un célèbre cheval de course très connu aux États-Unis, qui est né en 45, qui a fait 32 victoires quand même sur 45 courses disputées et qui est le premier cheval à avoir dépassé le $1 million de gains. $1 million au post-deuxième guerre mondiale, donc ça fait vraiment beaucoup d'argent. Il y a plus de 8000 aéronefs qui ont été fabriqués avec une trentaine de modèles différents entre 69 et 2022 où ils sont encore fabriqués et plus de 41 millions d'heures de vol ont été faites à bord de ces beaux biréacteurs. Vous êtes à peu près à 3 tonnes à vide sur ce type de modèle, le 511, 5 tonnes 4 en masse maximum au décollage, 2 tonnes de carburant et vous pouvez embarquer au tout 8 personnes dans cet avion. Certains appartiennent à des privés, d'autres à des compagnies qui les affrètent, donc c'est très variable et c'est un petit avion dit d'affaires qui va vous permettre de monter au-dessus du mauvais temps et de décoller de terrain quand même de pistes assez courtes. C'est quand même l'avantage de ce genre d'avion. En termes d'équivalent français, on est dans la gamme un petit peu des premiers Falcon, par exemple les Falcon 10. J'ai eu la chance de faire du Falcon 10M dans la marine, nous en avons. Donc c'est à peu près, grosso modo, les mêmes performances et le même cas d'usage. Ce sont des avions qui fonctionnent bien et qui ont de très bons retours d'expérience, qui sont assez appréciés des pilotes.
Forcément, ils sont pressurisés. Il y a de la pressurisation à bord, ce qui leur permet de monter à assez haut niveau de vol. La pressurisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est augmenter la pression de l'air à l'intérieur de la cabine de manière à lutter contre la diminution de la pression d'air et donc la diminution de l'oxygène qui arrive au cerveau. Mais ça, nous allons en parler un petit peu après. L'espace aérien français est contrôlé en permanence par des contrôleurs aériens civils. Il y a également des contrôleurs aériens militaires et ce que l'on appelle le CNOA de Lyon-Montverdun. Le CNOA, c'est le Centre national des opérations aériennes. C'est eux qui vont s'assurer que tout ce qui rentre dans l'espace aérien est détecté et identifié. Dans un cas comme celui du Cessna Citation Fantôme, vous avez un avion qui commence à échanger avec le contrôle aérien et ensuite il n'y a plus d'échange radio. C'est donc soit une panne radio, auquel cas avec le transpondeur, le pilote peut mettre un certain code transpondeur qui voudrait dire je suis en panne radio et suivre des procédures, tout est prévu, tout est anticipé, fonction du plan de vol, fonction des zones aériennes dans lesquelles il vole. Ou alors, eh bien, il n'y a pas de nouveau code transpondeur, il ne se passe rien et là, on ne sait pas ce qui se passe dans l'avion. Le contrôleur aérien civil rend compte au CNOA qui va décider ou non de faire décoller les avions de la PPS, de la posture permanente de sécurité. En permanence en France, nous avons différents plots, différentes bases aériennes où des avions se tiennent prêts à décoller. Un nombre que je ne peux pas vous donner, mais ils sont armés, ils sont prêts. Vous avez des Rafales, vous avez des Mirage 2000. Par moment, la marine le fait, mais c'est quand même à 98% le travail de l'armée de l'air que cette protection de la souveraineté de l'espace français. Des fois, ça va partir pour intercepter un avion qui n'a rien à faire là. Des fois, eh bien, ça peut être de l'assistance. Et donc là, on va se dire, il y a peut-être un souci, envoyons un ou plusieurs avions de chasse sur zone. Quand l'avion se met en place, il va devoir faire une trajectoire d'interception. Si besoin, il va passer le mur du son pour pouvoir rattraper l'avion à intercepter ou à intervenir plus rapidement. Pensez un petit peu à l'intervention de la police. Dans un cas comme ça, on va dire tiens, bon, on va envoyer la patrouille de gendarmerie ou la patrouille de police pour voir ce qui se passe. Une fois que l'avion de chasse arrive à proximité de l'avion, il va regarder ce qui se passe, il va essayer d'établir un contact visuel avec le pilote. Au niveau 360, vous êtes au-dessus des nuages. Et là, s'il voit le pilote qui lui fait hop, hop, ça veut dire que le pilote n'entend pas et ne peut pas parler. S'il lui fait ça c'est bon, mais ça c'est pas bon, c'est-à-dire j'entends bien la radio, mais je ne peux pas parler. Donc, il y a différents cas. Il semblerait dans le cas de notre avion fantôme, d'après certaines presses, on ne voyait personne, d'après d'autres presses, il n'y avait pas de mouvement. C'est pas la même chose. Si vous voyez un pilote comme ça endormi, ça veut dire qu'il a perdu conscience ou qu'il est décédé. Si c'est pareil à l'arrière, si tout le monde a perdu conscience, eh bien, c'est probablement une hypoxie. Je dis bien probablement parce qu'il peut toujours se passer des choses, mais l'histoire a montré que c'est généralement une hypoxie. Donc il y a ce contact visuel. Il est également possible qu'on n'arrive pas à voir. En cas de dépressurisation ou autre, vous pouvez avoir les hublots qui sont pleins de givre, où il peut y avoir des cas comme ça où vous n'arrivez pas à voir à l'intérieur, auquel cas, eh bien, le pilote rend compte, je ne vois pas ce qui se passe, il n'y a pas de mouvement. Mettez-vous à la place de l'État. Il n'y a pas de mouvement, il ne se passe rien. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous accompagnez l'avion. Et là, l'avion continue, il y a beaucoup de pétrole. Et une fois qu'on sort de la France, on le donne à d'autres avions de chasse. Par exemple, là, les Danois qui vont l'accompagner ou aux Allemands qui vont l'accompagner et ainsi de suite. Chaque nation va se relayer, va faire ce qu'on appelle du shadow, va surveiller l'avion et va voir ce qui se passe. Jusqu'à épuisement du pétrole et écrasement ou jusqu'à ce que ça puisse devenir dangereux pour des gens au sol. Et là, peut-être que le gouvernement, le Premier ministre ou le Président va donner un ordre de faire quelque chose. C'est très peu probable, ça arrive très rarement, voire extrêmement rarement, mais c'est prévu dans les textes, il y a des procédures pour toutes ces choses-là. Néanmoins, dans le cas d'un vol comme ça, vous espérez en fait que l'avion va redescendre et qu'en redescendant en altitude, les passagers et le pilote, eh bien, ils vont récupérer leur capacité grâce à l'augmentation de la pression de l'air. Si vous avez une dépressurisation au niveau 350, là c'est au 360, donc c'est quasi équivalent, vous avez un temps utile de conscience de l'ordre de 30 à 60 secondes d'après nos tables. 30 à 60 secondes de conscience utile. Vous allez sûrement être conscient un peu plus longtemps, mais elle ne sera plus utile. Votre cerveau ne fonctionnera pas correctement.
C'est quelque chose que j'ai expérimenté comme tous les autres pilotes militaires parce que nous devons, dans le cadre de notre formation, passer dans une sorte de pièce où on va nous réduire la pression et on va nous demander de faire des exercices très simples, niveau maternel, mettre un carré dans un carré, un triangle dans un triangle. Et au fur et à mesure, la pression va diminuer et notre cerveau ne va plus fonctionner correctement et on n'arrivera plus à faire ce travail absolument élémentaire. Il y a des petits signes précurseurs, des picotements dans les doigts, des choses comme ça. Et l'objectif, c'est que nous arrivions à le détecter pour se dire, eh bien là maintenant il faut que je prenne de l'oxygène. Oxygène qui est toujours présent dans les avions, de ligne, commerciaux, d'avions de fer ou de chasse, ou ces petits masques comme ça qui est relié à une bouteille et qui nous permet de nous oxygéner. Si cela arrive, on prend l'oxygène et on doit faire une descente d'urgence. C'est des procédures connues par les pilotes où on doit faire cette descente d'urgence pour descendre en basse altitude, de préférence vers les 8000 pieds, où là la pression de l'air est meilleure. Pourquoi je vous parle de pression de l'air? Parce que l'air, en fait, c'est 78% d'azote, c'est 21% d'oxygène et 1% de gaz rare, de CO2 et de vapeur d'eau. Et la problématique, c'est que plus on monte en altitude, plus la pression de l'air est faible et donc moins il y a d'oxygène. Et c'est pour ça qu'on vient pressuriser les avions. Les avions, la pressurisation, ça remonte quand même il y a un sacré moment. vous avez par exemple les Français avec le Lusakons qui avait créé en 1920 un cockpit avec de l'oxygène. Vous avez le Farman F1000 en 1932 qui était un des premiers avions vraiment pressurisés. Et vous avez le premier avion commercial pressurisé, c'est le Boeing 307 Stratoliner. Et regardez sa forme de fuselage, il est rond. Pourquoi est-ce qu'il est rond? Parce que, comme un ballon de foot, vous allez, avec une pompe, si on peut dire, augmenter la pression à l'intérieur et vous retrouvez avec une pression à l'intérieur de la cabine qui va être inférieure à 2400 mètres d'altitude. C'est la réglementation. En moyenne, vous êtes à 2000 mètres d'altitude, un petit peu moins sur des avions modernes comme l'A350 ou le Dreamliner, où là vous êtes à 6000 pieds à peu près avec 20% d'humidité, ce qui rend le vol beaucoup plus confort. Pour la petite histoire, le fait de monter en altitude comme ça et de subir des pressions plus faibles, ça a tendance à nous dilater et à nous faire prendre une taille de ceinture et une taille au niveau des chaussures. Pour ça, n'hésitez pas en vol à retirer vos chaussures, c'est plus confort. Je vous rassure, les pilotes ne le font pas. Petite anecdote sympa, regardez ces hublots sur des C3, ils n'ont pas une forme, ils ont une forme carrée, mais quand on passe sur des avions pressurisés comme l'A320, eh bien on est sur une forme ovale à cause justement de ces notions de pression. Donc en résumé, plus on monte en altitude, moins la pression est forte, plus vous allez avoir des soucis pour réfléchir. Au-dessus de 12 000 pieds, au-dessus de 4000 mètres d'altitude, il va vous falloir de l'oxygène. Si vous restez trop longtemps à haute altitude sans oxygène, et ça peut être que 30 à 60 secondes, vous perdez toute capacité à raisonner et ensuite vous allez perdre conscience. C'est pour ça que les pilotes sont entraînés à détecter les dépressurisations, qu'elles soient explosives, ça arrive d'un coup, ou qu'elles soient lentes, beaucoup plus dangereuses car insidieuses, et mettre l'oxygène et ensuite déclarer une urgence et descendre vers des altitudes où la pression est correcte pour tout le monde. Dans un avionique, vous avez les masques qui descendent. Ces masques, ils vont vous permettre de respirer grâce à l'oxygène qui est à bord, le temps que les pilotes font la procédure de descente. Alors des accidents, malheureusement, il y en a déjà eu par le passé, notamment le vol Helios Airways 552 avec un 737 où les pilotes n'ont pas fait la procédure, ne sont pas descendus et malheureusement, accompagnés par les avions de chasse, l'avion est tombé en panne de pétrole et s'est écrasé en Grèce. C'était en 2005, il y a eu d'autres accidents avant et depuis, par exemple des TBM 700 où les présomptions sont très fortes sur le fait que c'était de l'hypoxie, notamment un vol qui descendait le long de la Floride avec 2 personnes à bord. Et vous avez également des vols d'aviation militaire, par exemple le T-45C sur lequel j'ai volé, le Goshawk, qui a eu des soucis avec l'hypoxie. Également les F-18 qui ont connu des soucis, et même le F-22, ce qui a même amené ces pilotes à faire grève à un moment. Ils voulaient qu'on change leur système parce qu'il y avait trop d'hypoxie. Personnellement, je n'ai jamais eu d'hypoxie en vol, mais alors que j'étais responsable d'un entraînement chef de patrouille pour un collègue, eh bien mon élève, si on peut dire, celui qui apprenait à devenir chef de patrouille, à gérer les 4 avions Rafale en même temps au-dessus de la Bretagne, a réussi à détecter qu'il avait une hypoxie, est descendu vers la basse altitude et après s'est mis vraiment à devenir un peu débile. Heureusement, il a réussi à se poser, mais c'était très intéressant, un peu inquiétant, mais très intéressant et ça s'est bien déroulé jusqu'au bout, mais ça peut aller très très vite, même pour les pilotes de chasse avec l'oxygène. Là, vous doutez bien, c'est pas qu'un simple problème de dépressurisation dans le cas des chasseurs, ça vient de l'oxygène qu'on respire, mais là c'est entièrement un autre sujet. Alors en résumé, cet avion, ce Citation, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est un vol qui était au pilote automatique. Il est probable
qu'il y ait eu un souci au niveau de la pressurisation, que le pilote ne l'ait pas détecté, qu'il n'ait pas enclenché sa descente d'urgence et que tout le monde soit, sans même s'en rendre compte, tombé dans les pommes. Ensuite, l'avion n'a plus de pétrole et s'est écrasé. J'ai vu passer des théories, on m'a écrit des choses assez intéressantes où on me dit qu'en fait, il y a eu un règlement de compte dans l'avion, des personnes assassinées, des choses comme ça. À l'heure actuelle, il est absolument impossible de statuer dessus. Nous sommes une chaîne, non pas d'études sur les meurtres et autres, mais une chaîne qui s'intéresse à l'aviation. Par rapport à ça, il est urgent d'attendre le compte-rendu d'enquête. Toute la lumière sera faite par les enquêteurs. Ça va prendre quelques mois, voire plutôt probablement quelques années. On pourra en reparler sur la chaîne. Mais d'ici là, je pensais que c'était intéressant de vous raligner les gyroscopes sur les dangers de l'hypoxie. Et accessoirement, si vous faites des vols long courriers ou autres, vous travaillez dans l'avion, ayez conscience que dans l'avion, il y a un peu moins d'oxygène et du coup, vous êtes un peu plus bête au sol. Ce qui rend encore plus important la réflexion au sol et la préparation de mission. Et c'est pour ça qu'il est important en tant que pilote d'anticiper une multitude de scénarios au sol, parce qu'on sait que dans l'avion, on sera plus bête, parce que nous sommes dans un environnement complexe, il y a du bruit, c'est pas naturel de piloter, il y aura du stress, mais en plus, il y a moins d'oxygène. Allez, fly safe.